Bien, bonsoir à tous. Effectivement, vous êtes nombreux. Il faut que je monte la voix ? Oui. D'accord. Vous êtes nombreux et ça fait drôlement plaisir de voir autant de monde autour des livres, pour des lectures et rencontres avec une autrice. Voilà, ça c'est très chouette. Je crois que vous connaissez à peu près tous, mais quand même, je précise que donc... Ah, un téléphone. Que je suis installée avec d'autres, à Ligueux notamment, sur le café, librairie, cantine littéraire chez Simone, qui est ouvert le 1er novembre, et dans lequel nous proposons aussi des livres. Nous faisons donc librairie, d'occasion, livres neufs, et puis des événements autour des livres. Voilà. Donc je suis ravie d'avoir été invitée à Étrange Lecture à Sorges pour animer un petit peu cette rencontre avec l'autrice. Voilà. Alors on va commencer. Alors donc, Slađana, elle vient de Bosnie-Herzégovine. C'est pas très loin en fait. Et en même temps, on est complètement quand même dans une autre culture, dans autre chose. Et ça, quand on lit son livre, on s'en rend bien compte. Donc toi, tu me disais que tu vis plutôt à Belgrade. Maintenant, je vis à Belgrade. Je ne sais pas si je peux parler fort, parce qu'il y a ce panneau où en fait, qui me donne j'ai très faim maintenant. Donc, je vais essayer de parler plus fort, mais je promets rien. Oui, j'habite maintenant en Serbie, à Belgrade. D'accord. Et donc, je te demandais déjà tout à l'heure comment ça se fait que tu parles aussi bien français. C'est une histoire assez longue. Je ne sais pas si vous avez toute la soirée en fait, que je vous raconte. En fait, pour être honnête, je voulais absolument pas partir en France. Je ne rêvais pas de France, je rêvais de partir à Berlin, en Allemagne. Quand vous habitez en Bosnie, vous rêvez qu'une chose, aller soit en Autriche, soit en Allemagne. Ça, c'est notre rêve ultime. Et après, le gouvernement allemand, ils ne m'ont jamais donné la bourse pour les études. Mais les Français, ils étaient très généreux, donc j'ai appris le français vite fait et je suis partie en France pour étudier à la Sorbonne. Et je ne vous dis pas que, comme j'ai dit, j'ai appris vite fait le français, je comprenais rien, je parlais français mais je comprenais rien au début. Donc ça c'était pas drôle par contre. Mais petit à petit, en fait, voilà, je me débrouille pas mal, je comprends même. Pas tout, bien évidemment, mais... Bravo. Donc ton livre là, c'est un premier roman, Dans le fossé. Mais par ailleurs, tu as écrit quand même déjà des nouvelles avant. J'ai écrit des nouvelles qui sont sorties en Serbie, d'abord en Bosnie, ensuite en Serbie. Et c'était un vrai succès en fait, mes nouvelles. Mais en France, apparemment, les nouvelles, ça marche pas. Donc... Et ce qui est étonnant, en ex-Yougoslavie, c'est plutôt des nouvelles. Les gens, ils préfèrent mes nouvelles que mon roman. On ne sait jamais, en fait, on sait jamais. Le public va aimer ou pas. Mais c'est vrai que c'est un genre, la nouvelle, qui est moins prisé en France. C'est un peu plus compliqué à diffuser, c'est vrai. Pourtant, en même temps, quand on est comédienne, c'est un texte court qu'on peut lire en entier, c'est pas mal aussi. Ouais, hein. Ouais. Bon, celui-ci, en tout cas, c'est un premier roman qui s'intitule Dans le fossé. Et dans le fossé, c'est parce que ça démarre dans un fossé quasiment. Hein. La boue est très présente, la pluie est très présente tout le long, comme une métaphore un peu où tous les personnages de ce roman vont s'embourber, effectivement, dans les événements, dans ce qui se passe, dans le contexte, dans ce dans quoi ils vivent. Hein. Oui, je vois que j'étais très très fâchée contre mes compatriotes et mon pays, où j'ai décrit, hein, où il pleut tout le temps. Mais c'est pas vrai en fait, c'est un beau pays où il fait souvent très beau, très chaud, notamment en été. Mais j'ai décidé en fait, notamment c'est une vraie métaphore d'un pays où rien ne va pas très, en fait les choses ne vont pas comme il faut. Donc c'est pour ça que j'ai décrit en fait, c'est très gris, c'est comme il pleut et c'est très triste, il y a beaucoup de boue. C'est ça, c'est l'ambiance générale, les couleurs générales. Et pourtant, on n'est pas triste quand on lit ce livre. Moi, je voulais écrire un roman très triste, mais ça, voilà, j'ai pas réussi. Je voulais être considérée comme une écrivaine très sérieuse.
Mais les gens me disent tout de suite, oh, on rigole bien. Donc j'ai pas réussi à Paris d'écrire un livre triste. J'ai essayé, j'ai tout fait pour le faire, mais... En fait, ce qui me semble, moi, très réussi dans ton livre-là, c'est le rythme que tu as donné. Donc, on va juste situer un petit peu, c'est un enterrement. Donc, a priori, c'est triste, hein, ça commence comme ça. C'est jamais très drôle, un enterrement. Mais quand même, la personne qui décède, c'est parce que c'est un accident. Et l'accident, c'est qu'elle a un os de poulet qui est resté coincé dans la larynx et qu'elle est morte à cause de ça. Donc, on est toujours comme ça dans le livre, entre deux, quoi. Entre quelque chose de triste et de grave et quelque chose de plutôt assez drôle. Hein. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et c'est un peu comme un jeu de quilles où un événement, quand on fait tomber une quille, vous savez, là, avec la boule, là, hop, on en fait tomber une autre derrière, quand on est très fort et qu'on réussit, ben, en tout cas, elle réussit très très bien. Et chaque événement qui se passe, qui pourrait être pas drôle du tout en soi, provoque un autre événement, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ça, et c'est le rythme que tu imposes à tous ces événements et aux personnages qui rend les choses beaucoup plus drôles. Presque comme dans un film de Kusturica. Et malgré que les couleurs que tu proposes soient effectivement le gris, le marron, la boue, etc., moi en tout cas j'ai vu plein de couleurs aussi. Parce que les personnages sont extrêmement, vivants d'abord, extrêmement volubiles, extrêmement caractérisés chacun, et qu'on est dans quelque chose de très fort au niveau de la vie. Je me suis demandé si c'était pas parce qu'ils étaient autant embourbés que du coup, pour vivre, cet élan de vie ressortait comme ça, qu'il fallait y aller à fond, quoi. Je pense personnellement que la Bosnie, je ne vais pas parler de l'ex-Yougoslavie, je parle de la Bosnie, c'est un pays où tout est possible, que rien n'y va, mais tout est possible. C'est un pays de petits arrangements où l'État est quasiment inexistant, même quand on a 3 présidents, 14 gouvernements, une république, une fédération, un district, on a tout, on a des cantons comme en Suisse aussi. On a tout. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer tout ça dans un pays de 4 millions d'habitants. Donc c'est un tout petit pays. Mais malgré ça, l'État, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'aide au logement. Donc nous, pour survivre, il faut qu'on trouve des codes pour fonctionner, pour s'entraider. Et c'est exactement ce que je voulais montrer. Et là où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas d'aide, où on ne sait pas si demain va avoir lieu, j'ai l'impression que les gens, ils vivent beaucoup plus, c'est intense. C'est ça. Et ce livre, il se passe pendant 24 heures, un petit peu plus. Et tout ça, ça arrivait dans 24 heures de vie d'une jeune fille. Oui, c'est ça, parce que donc, le personnage, enfin un des personnages principaux, parce qu'il y en a quand même plusieurs, mais c'est cette jeune fille qui est aussi la narratrice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous interpelle, nous lecteurs, à chaque fois. Elle nous prend à témoin de ce qui se passe et elle nous place à certaines places. Donc tout le rythme du livre est très très soutenu et de temps en temps elle fait une pause. Et elle récapitule, comme pour faire le point pour elle, mais pour nous aussi, pour vérifier qu'on n'est pas perdu. Alors, il s'est passé ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Vous avez bien compris, alors on peut poursuivre. Hein, en gros, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça nous permet de souffler un peu aussi, parce que sinon, effectivement, tout s'enchaîne à une vitesse. Alors, on ne va pas vous raconter le livre, hein, mais tout s'enchaîne à une vitesse, à un rythme vraiment très soutenu. Moi, en écrivant ce livre, je voulais faire un road trip. Comme aux États-Unis, les films américains, en fait, ils aiment bien ça. Ils voyagent, ils ont des belles voitures, les routes sont longues, ils passent, les paysages sont magnifiques. Mais je me suis dit, mais si je fais un road trip en Bosnie, je ne peux pas avoir une belle voiture. Les routes sont complètement déglinguées et on traverse le pays en 5 heures. Donc j'ai dit non, il faut que ça va. Je peux pas avoir un road trip à l'américaine. Non, pas comme ça, mais c'est pour ça qu'on a fini dans le fossé aussi. Oui, voilà.
Mais en tout cas, pour nous, lecteurs français, je trouve que c'est quand même un voyage que tu nous proposes. Et aussi quand même dans une autre culture. Et quelque chose qui est frappant, c'est qu'effectivement, ce qui ressort aussi, c'est que c'est la pauvreté quand même de tous les personnages qui sont là. Il ne faut pas oublier, la Bosnie, c'est un pays quand même pauvre. Peut-être on ne le voit pas forcément en se baladant en fait dans les grandes villes, parce que les gens ils sont bien habillés et comme personne ne travaille, ils sont tous dans les bars. Ils sirotent leur café, c'est une belle vie. Mais sauf que je pense que derrière tout ça, les gens, hier quelqu'un m'a demandé mais comment il peut s'offrir un café ou des belles habits. J'ai dit mais il y a toujours ceux qui sont partis en Allemagne, ils vont nous envoyer de l'argent. Grâce à eux, je pense qu'il y a énormément de l'argent qui vient en fait de la diaspora, qui nous envoie de l'argent. Donc eux, ils se sacrifient pour nous. Merci. Donc tout le système économique repose là-dessus. Beaucoup. Et sur la débrouillardise à l'intérieur du pays. Exactement. Bon, et ça, tu nous montres effectivement dans le roman, puisque pour avoir quelque chose, il faut payer, en fait. Hein. Oui, pour aller chez le médecin, c'est assez vite d'accéder aux soins, il faut juste avoir de l'argent. C'est tout, c'est un petit détail. Et simplement, on précise que par rapport à nous, il n'y a pas de sécurité sociale qui rembourse les soins, donc il faut vraiment les payer. Quand on va chez les privés, c'est privé, ça sort de notre poche et point. Et donc, il y a cette personne qui décède, et qui est la tante de la narratrice, dont on ne connaît pas le nom, qui est appelée la petite. Donc, effectivement, on imagine qu'elle est jeune. Et donc, il y a l'enterrement qui va avoir lieu. Et toutes les personnes de la famille, bien entendu, plus d'autres, qui sont conviées à cet enterrement. En fait, on se rend compte très rapidement que cet enterrement, c'est aussi un espoir. Pour la famille. Oui. Voilà. Parce que la famille veut en fait surtout vendre la maison, les terres, et se débarrasser de l'héritage, en fait de ce qu'ils ont hérité de leur grand-mère, pour accéder à un petit peu d'argent. Et je ne parle pas des sommes énormes, et chacun rêve avec ce peu d'argent, de s'acheter soit une voiture, soit de rénover une maison, pas une maison, une cuisine. Donc ils sont prêts à vendre la seule chose qu'ils possèdent pour accéder à l'argent. Et parce que tout le monde croit que l'argent va arranger des choses, que grâce à l'argent, on va accéder à une vie meilleure. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement. C'est presque jamais le cas. Ce qui compte, et c'est la Bosnie d'aujourd'hui, où on vend nos terres, on les donne aux exploitants étrangers, aux Chinois, qui vont creuser nos terres pour extraire des minerais. Et ça va pas dans nos poches, ça c'est sûr. Et bientôt, j'ai dit, on va devenir une décharge nucléaire, de déchets nucléaires. Oui, c'est assez terrible, hein. Oui. Mais c'est bien, en fait, j'ai l'impression que l'Europe, ça leur convient, parce que il faut, en fait, le déchet, il faut le mettre quelque part. Nous, on est peu nombreux, on part, on quitte notre pays, donc c'est un endroit parfait pour ça. D'accord, ok. Bon, ben, vous voyez, tout le livre est un peu sur cette couleur-là. Hein. On peut rire, effectivement, mais c'est un petit peu amer acide quand même. Hein. Voilà, dans tout ce qui arrive. En fait, dans tous ces personnages, il y a deux personnages. Donc, il y a la narratrice qui est jeune et une cousine à elle qui s'appelle Mimi. Oui. Et c'est les deux personnages vraiment jeunes du roman. Et il se trouve que toutes les deux, elles ont un rapport particulier à la télévision. Mimi, c'est vraiment comme la narratrice, mais de l'autre côté, comme si dans le miroir en fait. Donc on passe le miroir, de l'autre côté, c'est la Bosnie, parce que oui, il y avait une guerre, les gens ils sont pauvres, ils ne sont pas tous pauvres, il ne faut pas oublier ça, il y a des gens qui sont bien réussis, la transition de communisme en capitalisme, ce capitalisme sauvage d'ailleurs, et ils ont des voitures incroyables, qu'ils ont des maisons magnifiques, comme dans les films,
Et il ne faut pas oublier que la guerre, c'est pas terrible pour tout le monde. Pour quelqu'un, c'est pas mal en fait. Ça ramène la richesse, des belles choses. Donc effectivement, la narratrice, elle, au tout début du roman, elle passe son temps devant la télévision à regarder des séries policières. Elle en a une surtout qu'elle préfère vraiment et qu'elle espère à chaque fois retrouver et ne pas louper les épisodes. Et en fait, juste son univers, on a l'impression au début, se cantonne à ça, à sa chambre, à son poste de télévision pour regarder sa série policière, c'est-à-dire sa manière à elle de s'évader de la réalité en fait. Parce qu'elle vit chez sa mère, elle vit grâce à sa mère. Ça, c'est aussi quelque chose. Elle-même, elle dit, je ne veux pas vous donner mon prénom, ça ne sert à rien, parce qu'elle est consciente qu'elle ne compte pas ni pour sa famille, ni pour la société. Et donc, la seule chose qu'elle trouve, c'est de se cacher, de se enfermer dans sa chambre. Donc, d'un côté, pour moi, c'est aussi un anti-héroïne. Pour moi, je l'imaginais comme ça. Je le trouve triste parce qu'elle n'a absolument pas envie de se révolter, de faire quelque chose, de changer sa vie. Donc j'ai trouvé ça très triste, un petit peu à l'image de la jeunesse aujourd'hui en Bosnie. Mais maintenant, à la fin, j'étais tellement triste pour elle, parce que je l'ai amenée dans les aventures improbables et horribles, et j'avais vraiment beaucoup de peine. Donc à la fin, je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé à la fin, mais je lui laissais quand même une porte ouverte. Je lui dis, si elle veut se sauver, elle peut se sauver. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, elle est complètement brinque-ballée d'un événement à l'autre. Elle est passive et elle subit tout ce qui se passe, en fait. Et ce ne sont pas ses choix. Elle est obligée de suivre sa famille, sa mère. Et quand les gens me demandent pourquoi elle écoute sa mère, mais n'oubliez pas, elle habite chez sa mère et sa mère, elle travaille. Donc l'argent, c'est grâce à sa mère qu'elle vit, en fait, qu'elle mange, qu'elle est nourrie et logée. Donc elle ne peut pas vraiment dire non dans ces conditions. Puis elle nous prévient dès le départ, d'ailleurs on aura ça dans l'extrait tout à l'heure que Léa lira, où elle nous prévient dès le départ que c'est pas possible de dire non, c'est totalement impossible en fait. Et de l'autre côté, il y a Mimi qui du coup devient la star de la famille en fait. Qui rêve, qui veut en fait absolument cet argent. Contrairement à ma narratrice, qui absolument pas ne sait pas quoi faire avec cet argent, même si elle est tellement dans un état de dépression, je peux dire, que même l'argent, ça lui sert à rien. Mais même elle sait que l'argent, elle va jamais accéder à cet argent, parce que sa mère, elle va le prendre. Parce que sa mère, elle a des rêves, par contre. Mais Mimi, elle travaille à la télévision, elle. Oui. Voilà. Donc elle est de l'autre côté, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Elle est de l'autre côté. Et c'est un peu en ça qu'elle est un peu la star, et qu'elle joue la star dans cette famille en plus. Exactement. Elle en profite. Et ça, c'est vraiment le reflet. Il y a ces deux parties-là dans la jeunesse aujourd'hui en Bosnie. Dans la jeunesse, mais aussi en fait dans la société. Dans la société, comme j'ai dit, il y a des gens qui ont bien réussi en fait le nouveau système, les nouveaux valeurs, où ils se trouvaient comme le poisson dans l'eau, et qu'ils vivent mieux que certains gens en France, par exemple. Donc, comme j'ai dit, on a toujours l'image d'un pays pauvre, ou les gens pauvres, mais en fait, c'est jamais en fait noir et blanc. Il y a toujours comme une caste, en fait, des gens qui ont de l'argent. Qui ont de l'argent et qui le gagnent et qui n'ont aucun scrupule derrière. Ils sont peut-être moins nombreux que ceux qui n'en ont pas. Et aussi, ces gens, en fait, pour eux, c'est très bien qu'il n'y a pas d'État derrière. Donc, c'est encore mieux pour gagner de l'argent, pour réussir dans la vie. Pour faire leurs affaires. Pour faire des affaires, s'il n'y a pas d'État, on reste tranquille, un petit billet à droite, à gauche, et ça passe. Donc, ce roman vraiment nous embarque comme ça d'un événement à un autre, et tout s'enchaîne très très vite, à part les pauses dont je parlais tout à l'heure, que nous donne la narratrice, mais tout s'enchaîne comme ça très très vite, et dans tous ces événements-là, de toute évidence, les femmes ont une place vraiment importante, beaucoup plus importante que celle des hommes. C'est aussi, j'ai fait un choix, même quand j'ai commencé à écrire, quand j'écris des nouvelles, mes nouvelles, c'est surtout des nouvelles qui parlent des femmes.
et des femmes, comme j'ai dit, des femmes ordinaires dans des situations extraordinaires. Et j'ai choisi, je me suis dit, mes femmes, mes personnages ne vont jamais être des victimes. C'est un choix, comme c'est moi qui écris, donc c'est moi qui décide. Oui, oui. Et dans ce livre aussi, j'ai choisi en fait d'écrire des femmes très fortes, des femmes qui se battent. Et j'ai commencé dans le constat, en fait, c'est une amie qui m'a dit ça. Elle m'a dit, mon père il est parti faire la guerre, et après la guerre, il était complètement, pour lui, la vie s'arrêtait. Donc, mais c'était pas vrai en fait, la vie a continué, bien continué, et c'est sa mère qui a assuré tout derrière. Et je me suis dit, moi, je vais parler en fait de ces femmes-là. Donc c'est pour ça en fait on retrouve des femmes très fortes. Peut-être aussi parce que j'ai en fait je suis jamais allée à la crèche ni à la maternelle, et c'est ma grand-mère qui m'a regardée. Et ma grand-mère c'était une résistante de la Deuxième Guerre mondiale, donc elle a passé 4 ans dans les forêts, elle était partisane de Tito. C'était un soldat en fait. Et c'est elle qui m'a regardée, elle m'a raconté des histoires incroyables où les femmes elles étaient souvent des personnages principaux, des femmes vraiment incroyables, des héroïnes. Donc c'est pour ça aussi peut-être ça m'a influencé dans mes écrits. Et puis c'est peut-être toute la liberté de l'écrivain par rapport, parce que tu es aussi journaliste, ou tu l'étais, et c'est peut-être la différence. Une fois journaliste, on y reste, même voilà. si on ne travaille plus. Mais du coup, la différence entre écrire une fiction. Ouais. Comme je répète ça toujours, en tant comme journaliste, on ne peut pas inventer. On peut toujours un petit peu, mais je rigole. Mais là, j'avais une liberté absolue d'écrire tout ce que je veux et ce que j'aime. Et j'avais pas un chef derrière de me dire non, fais pas ça, fais pas ci. Si j'ai un éditeur, mais je l'écoute pas. Il peut toujours causer donc. Voilà. J'ai dit oui, après je change pas. D'accord. T'as plutôt un bon éditeur en plus. Il est plus jeune que moi, donc voilà, encore plus. D'accord. Oui, j'ai remarqué aussi que il n'y a pas beaucoup a priori comme ça, de tendresse exprimée par les personnages de ton livre. Il n'y a pas le temps, je pense, parce qu'ils sont pris dans les événements, donc il faut juste faire face à tout ce qui se passe. Sauf peut-être à la fin du livre, il y a entre la narratrice et un personnage, où effectivement il y a un moment de complicité qui est une espèce de lueur là comme ça. Oui, lueur d'espoir, pour moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça, tu vois. Une lueur d'espoir, ah oui, quand même ça existe aussi quoi. On ne peut pas décrire la scène parce que ça va gâcher un petit peu ce qui se passe à la fin. Ouais. Mais c'est une scène très particulière parce que je laisse le choix aux gens de choisir, de choisir ce qu'ils vont faire avec leur vie. Contrairement à la famille et toutes les obligations familiales. J'ai dit chacun est libre de choisir comment il va vivre sa vie ou pas le vivre. Mais vous allez voir ça. Oui, c'est ça, en le lisant. Oui, il ne faut pas déflorer tout ça. Mais ça, c'est important, je trouve. Parce qu'en fait, donc, dans ce livre qui est... Allez, on rigole, mais on rigole un peu amer, un peu, ça grince un peu des dents, etc. En même temps, il y a effectivement, tous les personnages sont attachants, je trouve. Il y a toute l'humanité de chacun qui peut ressortir, alors pas forcément toujours de la bonne manière, mais on sent bien pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils agissent comme ça. Pour l'argent, c'est ça. Bah oui, c'est quand même ce qui les anime, hein, effectivement. Mais c'est... Effectivement, on ne doit pas se rendre compte, et puis je pense que réellement, je pense qu'il y a culturellement, il y a quelque chose où on exprime on s'exprime de manière beaucoup plus virulente, beaucoup plus peut-être forte, moins réservée que nous, ce qu'on peut faire, hein. Et que là, ils y vont à fond quand même, tes personnages à chaque fois. Bah, je dis toujours c'est un livre, peut-être c'est pas le... Mais c'est vrai,
Je répète ça tout le temps, mais j'ai habité en Bosnie, en Yougoslavie et en Bosnie après, et j'ai jamais remarqué rien de curieux en fait. Pour moi, c'était une vie normale d'avoir que les gens réagissent comme ça, que les choses ne se passent pas comme prévu, qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et une fois arrivée en France, je me suis rendu compte que nous, on a vu quand même que notre réalité, elle est un petit peu décalée. Ouais, c'est ça, voilà. Décalée, c'est ça le mot que je vais utiliser pour décrire. Oui, en fait, c'est la réalité de la Bosnie, mais Oui. pas celle ici, ou en tout cas... Parce qu'effectivement, tout se fait sur l'instant, en fonction de ce qui se passe, quoi. Rien n'est, à part un petit peu les femmes, et sinon rien n'est réfléchi, un peu pour l'avenir, pensé, organisé, non. C'est juste réagir à ce qui se passe, en fait. Quand vous habitez dans des pays comme ça, où rien n'est sûr, on ne sait pas si demain il va avoir lieu. Déjà, nos politiciens, ils nous tiennent toujours, dès qu'on se révolte un petit peu, on veut changer quelque chose, ils nous disent la guerre va éclater, fais attention si on change quelque chose. Et les gens, ils ont tellement peur de la guerre, des conflits, qui préfèrent qu'il ne se passe rien et qu'en fait ils se taisent que de changer. C'est un statu quo qu'il faut toujours garder. Ce qui me paraît quand même fou, c'est que la guerre elle s'est arrêtée en 1995, donc ça fait 30 ans quand même. Et donc, effectivement, on sent bien qu'il y a toujours cette histoire-là derrière, même dans ton livre, alors que tu n'en parles pas du tout. Non, c'était pas en fait le sujet. Je me suis dit, je vais jamais écrire sur la guerre. Ce qui m'intéresse, ce qui arrive après. C'est ça mon sujet en fait, et ce qui m'intéresse. Mais c'est vrai, 30 ans après, et on se sent, il y avait tout le monde à parler de la Bosnie. C'était dans les médias, etc. Après, une fois la guerre finie, bon, ça on range dans un tiroir, on oublie, il y a d'autres conflits, d'autres gens malheureux, on va parler d'eux, mais nous on est toujours là, et c'est pas joyeux, parce que 30 ans après, j'ai l'impression que c'est pire que juste après la guerre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de... On comprend que les choses ne vont pas changer. Juste après la guerre, on se disait, maintenant c'est terminé, la vie commence. Et là, 30 ans après, on est conscient que rien commence. En fait, c'était bien terminé. Et que nos vies étaient terminées. Ça fait 30 ans qu'on ne vit plus, en fait. Voilà. Parce que l'espoir, il n'y a plus d'espoir. Et les gens me disent, et j'adore parler avec... parce que vous savez, j'ai gagné un prix de l'Union européenne pour la littérature. Et ils m'ont dit, une commissaire de, je ne sais pas, elle m'a dit, non, ne vous inquiétez pas, on ne vous avait pas oublié. J'ai dit, et bientôt on va faire un projet pour les jeunes en Bosnie. Et je dis, mais il n'y a plus de jeunes en Bosnie, ils sont tous en Allemagne, il faut faire un projet à Munich. Voilà. Bon, ils ne vont plus m'inviter à Bruxelles, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ce prix là dont tu parlais justement ? C'est un prix qui a notamment sauvé mon roman. Vous savez, mon roman il est sorti le premier jour de confinement. Donc, je ne vous parle pas, en fait, personne n'a parlé de mon roman. Même moi, je ne l'ai pas vu pendant 2 mois. Donc, il est sorti en mars, je l'ai vu en mois de mai. Et là, je l'ai laissé sur le balcon, que les virus s'évaporent un petit peu. J'avais très peur, en fait, de mon livre. Et personne ne parlait de ce livre, jusqu'au moment où, en fait, où moi j'ai représenté la Bosnie-Herzégovine, parce que l'Europe, on ne fait pas partie de l'Europe, mais ils sont très gentils, et on peut, voilà, donc pour le concours, on peut on fait partie de ce, voilà, on peut participer. Voilà, comme je dis, ils sont très gentils. Donc j'ai gagné un prix spécial il y a 2 ans, et c'est ça qui a ressorti grâce à ce prix, en fait, que le livre a été traduit partout un petit peu. Et en fait, j'ai signé pas mal de contrats, donc elle existe en Italie, en allemand, en France, en Bulgarie et bientôt même aux États-Unis. Et tu disais qu'en Bosnie, il n'y a pas de succès.
voilà, c'est un sujet. C'est pas toujours. Il y a des gens, mais je comprends que il y a des gens qui n'aiment pas. Surtout, ce qu'ils n'aiment pas, en fait, qu'ils voient que le livre a le succès en Europe. Ils n'ont pas aimé. Ils disent comment tu nous décris comme des sauvages, etc. Et il y a d'autres. Il y avait une écrivaine très connue, en fait, en Bosnie, que je l'adore et je respecte beaucoup. Elle m'a dit, elle a fini un jour à l'hôpital en Bosnie. Et il y avait tellement de choses qui m'ont arrivé ce jour-là. Elle m'a dit, j'étais dans ton roman. Et ça m'a plu, pas parce qu'elle était dans l'hôpital, mais voilà. Bien sûr. Quand même. C'est-à-dire qu'elle a suivi un enchaînement pareil d'événements. Ton livre, c'est exactement en fait ce qu'on vit. Donc, au moins, il y a une personne qui est bien mon livre. C'est ça. En fait, on pourrait se dire que quand on le lit comme ça, à ce rythme, au rythme auquel c'est écrit, on pourrait se dire que ça ne peut pas exister. En fait, si on réfléchit, chaque événement en lui-même est complètement réaliste, et oui, ça peut exister comme ça, dans la vraie vie aussi. Vous savez, j'ai rien inventé. Ça, on n'invente pas. Donc, je ne veux pas vous raconter l'histoire. Pour l'histoire, le vraie histoire. Un jour, dans mes mémoires, on va retrouver le vraie histoire, ce qui a inspiré ce roman. Mais pas dans 50 ans, peut-être. D'accord. Et donc tu nous en lis un extrait et on va l'entendre dans ta langue maternelle. Morala sam prepješačiti pola grada. Račune za stan, znate ono struja, odvoz smeća, grijanje, kablovska i tome slično, inače plaćam u banci u našem naselju. Ali njima je pao sistem ili tako nešto, pa su me uputili u njihovu centralu u drugom dijelu grada. I tako otišla sam u drugi dio grada, ušla u banku, a tamo je bilo više ljudi nego na stadionu u toku finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Da muka bude još veća, od 7 šaltera radila su tek 3. A ljudi su se toliko gurali da se više nije znalo gdje počinje, a gdje završava red. Pokvario im se aparat za izdavanje rednih brojeva, onaj na kojem počiva civilizacija, pa je nastao pravi krkljanac. Ljudi su jedni drugima disali za vratom, psovali tiho ali sa puno mržnje. Ja sam 3 djece rodila, radila sam do zadnjih dana sa stomakom do zuba, a ove današnje gospođe ne mogu ništa. Pištala je žena sa visoko natapiranim šiškama, kada smo preko reda pustili trudnicu. A onda je druga potpuno sišla sa živaca kada je vidjela da preko reda puštaju čak i jednog čovjeka u invalidskim kolicima. Pa on je u kolicima, sjedi, šta ga imate puštati, gore je meni, imam proširene vene. Ljudi su se uskomešali, umalo da izbije tuča, ali onda se pojavio ćelavi lik iz obezbeđenja i nazivajući nas otvoreno i bez ustezanja nekulturnom stokom, razdijelio nas i u 2 reda, jer je 3. šalter u međuvremenu prestao raditi. Službenica je, pretpostavljam, otišla na zasluženu pauzu. Merci beaucoup. Là, c'est une langue qui nous est complètement, enfin qui nous est vraiment pas familière, hein. Il n'y a aucun son, il n'y a rien qui nous rappelle la nôtre, hein. Voilà. Léa, c'est à toi. Si j'étais par le plus grand des hasards né aux États-Unis, je leur ferais à tous un doigt d'honneur. J'enfourcherais ma moto et je m'élancerais vers le soleil couchant sur une route s'étirant en une infinie ligne droite. Ou si j'avais eu la chance d'être scandinave, je tournerais les talons, harnacherais mes rênes et partirais vers le nord, vers le pays des neiges et des glaces éternelles. Là où la seule rencontre que l'on peut faire, c'est éventuellement un ours polaire ou un renard arctique. Au Japon, je me barricaderai dans ma chambre. J'ai regardé un documentaire sur les jeunes japonais qui ont trouvé ce moyen de se soustraire aux conventions sociales qu'on leur impose. Cet état a même un nom, mais je l'ai oublié. Quoi qu'il en soit, tout cela est bien bon et beau, mais dans mon cas, complètement inconcevable.
Et comment pourrait-il en être autrement? L'action de cette histoire se déroule en Bosnie. Si vous êtes un peu ou prou au fait de la situation en Bosnie, vous comprendrez que faire un doigt d'honneur et tourner les talons ne sert pas à grand-chose. Une fois qu'ils ont refermé leurs griffes sur vous, il y a peu de chances que les mères, les pères, les mémés, les pépés, les frères, les sœurs, les parents proches et éloignés, les voisins, les amis, vous relâchent en un seul morceau. C'est en quelque sorte leur vocation. Vous empoisonnez la vie. Ils vous prennent à la gorge et vous empêchent de respirer, tout simplement. À vrai dire, je ne comprends pas très bien comment font les jeunes japonais pour se barricader si facilement. N'ont-ils pas de mère? La mienne aurait déjà trouvé une manière de s'introduire dans ma chambre, quitte à grimper sur le toit et sauter par la fenêtre, tel un membre d'une unité spéciale antiterroriste. Ma mère est capable d'étouffer la moindre forme de révolte en 2 minutes chrono. Non, vraiment. Même si je dois reconnaître que j'ai de la peine pour elle. Ce doit être terriblement décevant quand votre enfant ne finit pas comme vous l'aviez imaginé. Et ma mère avait pour moi de si grandes ambitions. Je me souviens quand les accords de paix ont été signés, le voisin était penché au balcon et il tirait des rafales de bonheur avec sa kalachnikov. Nous étions couchés par terre dans le salon derrière notre fauteuil pour éviter les balles perdues quand elle m'avait lancé un regard lourd de sens. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, toutes les possibilités s'ouvrent à toi, avait-elle dit. Jusqu'à ce que le voisin se soit retrouvé à court de munitions, elle n'avait cessé d'énumérer toutes ces possibilités qui venaient de s'ouvrir à moi. Tu peux même devenir ingénieur aéronautique, avait-elle conclu dans sa liste, même si elle n'était pas sûre que cette profession existe. Heureusement pour moi, après cette euphorie, la réalité avait frappé maman de plein fouet. Certes, ça ne tirait plus dans tous les sens, mais cette paix dans laquelle nous vivions n'apportait même pas le paix de possibilités. Tout ressemblait plutôt à un trajet infini dans un autocar de merde sur des routes défoncées. Enfin, tout cela n'est pas si important pour cette histoire. En vérité, peu de choses à présent le sont. Ma position actuelle relègue tout au second plan. Mais regardez de quoi j'ai l'air. Allongé dans un fossé boueux au milieu de nulle part. Depuis combien de temps suis-je ici? Je ne sais pas. Mais depuis un certain temps, peut-être même une demi-heure, voire plus. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne pense pas m'être cassé quelque chose et pourtant je ne peux pas bouger. Ou plutôt, ce n'est pas que je ne peux pas. Il serait plus exact de dire que je n'ai ni la force, ni l'envie d'entreprendre quoi que ce soit, ni le moindre exploit, y compris mon propre sauvetage. Comment ai-je fait pour finir là où j'ai fini? C'est très simple. Je courais, le chemin était boueux, raide et défoncé, j'ai trébuché contre une pierre, je me suis mal réceptionné sur ma jambe droite, j'ai glissé, j'ai fait un vol plané d'au moins 3 mètres avant d'atterrir dans ce fossé. C'était à vrai dire une chute spectaculaire. C'est presque dommage qu'il n'y ait eu personne pour la filmer. Je vois déjà cette vidéo devenir virale sur internet. Elle aurait été postée et repostée à l'infini sur les réseaux sociaux. Elle aurait reçu des millions de likes. La vidéo qui a fait mourir de rire toute la région. Mais comment donc me suis-je trouvée au milieu de nulle part, sur un chemin boueux, raide et défoncé? Ça vous intéresse? Vraiment? Bien. Dans ce cas, je vais tout vous raconter depuis le début. Depuis ce moment où, il y a 2 jours seulement, sous une pluie battante, je suis rentrée à la maison après une expédition en ville. Je vous raconterai que je me suis faufilée dans ma chambre, jetée sur le lit et glissée sous la couette avant d'allumer la télé. Je vous raconterai que j'étais arrivée juste à temps, pile pour le début de ma série policière préférée. Il faisait bien chaud, c'était agréable. Mais maman m'avait flairée. Et elle est entrée au pas de charge dans ma chambre. Et c'est ainsi que cette histoire commence. La tante Stana s'est étouffée avec un morceau de poulet! L'oncle Radomir l'a trouvée sur le sol de la cuisine, toute bleue, les yeux exorbités! Elle s'était presque arraché le larynx avec les ongles! Maman
Dans le souci de me figurer la scène le plus fidèlement possible, s'est attrapé le larynx avec les 2 mains. Elle a tiré la langue en roulant des yeux. Quand maman s'est enfin écartée de devant la télé, c'était déjà le générique de fin. L'horreur, ai-je soufflé d'un ton dépité, pensant à ma série tout juste terminée. L'horreur, oui, c'est horrible, oui, tu peux le dire, a répété maman avant d'ajouter l'enterrement a lieu demain au cimetière du village. Demain? Ai-je dit d'un air absent, essayant de me rappeler à quelle heure était la rediffusion de l'épisode qui venait de finir. Il faut que ce soit demain. Ils n'ont pas de morgue au village, ils sont obligés d'enterrer les défunts le plus vite possible. La chance de notre malheur, c'est qu'elle s'est étouffée quand le temps avait déjà fraîchi. Imagine l'été, sous 40 degrés. Maman frissonnait d'horreur à l'idée de défunts sous 40 degrés. Atroce. Je continuais de fixer d'un air blasé la télé qui passait une publicité pour le dentifrice. Comment tu vas t'habiller? M'habiller? Ai-je sursauté? Il faut bien que tu trouves quelque chose de convenable pour l'enterrement. Tu ne te rends pas compte, mais tu vas quand même pas y aller avec ce jean et ce chemisier rouge. Pourquoi est-ce que je dois y aller? Tu peux pas y aller toute seule? Je sautais de mon lit comme si j'étais brûlée. S'il y avait bien une chose que je détestais, c'est quand elle me forçait à aller aux enterrements. Le témoin de mariage de Mémé Schmila est mort, on va à l'enterrement. Le cousin du voisin du premier étage est mort, rebelote. Les gens passaient leur temps à mourir de cancer, de piqûres d'abeilles, de moustiques tigres, de tiques, de maladies rares, auto-immunes, de crises cardiaques, d'AVC, de fièvre hémorragique, d'alcoolisme, mais également dans des accidents de la route, des guerres, et parfois même de vieillesse. Et nous allions régulièrement à l'enterrement de quelqu'un, statistiquement bien plus qu'au mariage, fête de naissance, lava et autres réjouissances. Ne fais pas ta gosse pour y gâter! Maman leva les yeux au ciel. Et d'ailleurs, j'y vais pas. Tu y vas toute seule. Et papa, ton père est un incapable. Papa, bien entendu, n'entrait pas en ligne de compte. Ça faisait déjà quelques années, depuis que l'usine où il travaillait avait fermé, qu'il n'avait pas bougé de son vieux fauteuil défoncé au ressort si usé qu'une fois que vous vous y enfonciez, il aurait fallu une grue pour vous en extraire. Il restait assis là toute la journée, à zapper, à se lamenter sur son sort et à attendre d'avoir 65 ans pour pouvoir enfin prendre sa retraite. Même si 5 tantes Stana s'étaient étouffées avec autant d'os de poulet, nous n'aurions pas réussi à le forcer à y aller. Maman avait complètement lâché l'affaire avec papa. Elle le laissait pourrir dans son fauteuil de malheur. Vous savez, sous nos latitudes, les hommes vieillissent bien plus mal que les femmes. Plus la vie est dure, plus les femmes se battent. Elles rangent, repassent, raccommodent, traînent les sacs du marché, font pousser du persil et des tomates sur le balcon, font fermenter les cornichons, du chou, amidonnent, lavent les vitres et surveillent les ouvriers qui changent la plomberie de la salle de bain. Les hommes en général se contentent de déprimer, ou comme dirait maman, ils se relâchent comme l'élastique d'un vieux slip. Et ils ne font rien, à part déblatérer sur la politique, regarder le sport et le journal télévisé, et calculer à quel âge ils avaient quand a commencé la guerre qui a détruit leur vie. Le cousin Stojan passera te prendre demain matin. Imagine-toi, il m'a appelé lui-même pour me raconter ce qui s'était passé. Et je lui dis, il faut vraiment que quelqu'un s'étouffe pour que tu appelles. Et lui, il soupire dans le combiné. Et je me dis, mais c'est ça, soupirera bien qui soupirera le dernier, racontait-elle en fouillant dans l'armoire. Puis, elle se figea et son visage s'illumina. Tiens, regarde ce pantalon, il est pas mal, non? Elle sortit de l'armoire un horrible pantalon noir à pince. Je n'étais même pas sûre que cette chose fût à moi, mais après tout, elle était rangée là. Maman avait dû me l'acheter précisément pour l'enterrement de quelqu'un. Sinon, quand tu seras là-bas, ouvre bien tes yeux et tes oreilles. Je veux que tu fasses attention à tout. Des teignes pareilles, elles sont fichues d'essayer de nous arnaquer sur notre part. Quelle part? Mais comment ça, quelle part? On a trouvé un pigeon pour acheter la maison et le terrain, pour une fois que la chance nous sourit. Depuis l'arrivée de cet acheteur pour la propriété familiale de papa, maman était obsédée par ça. En outre, elle redoutait que la famille de papa, avec laquelle nous devions partager le fruit de la vente, nous arnaque sur notre part et que nous nous retrouvions gros gens comme devant. Tant que nous en sommes encore au début, je vous épargnerai les explications de qui est quoi par rapport à qui dans ma famille, parce qu'on n'en finirait pas, et parce que c'est pas si important que ça.
Il vous suffit de savoir que nous avons tous en commun dans notre arbre généalogique Mémé Vida, seul membre de la famille à être rentré de camp en 1945, qui trouva son village et sa maison familiale réduits en cendres et fit construire en briques de terre crue une nouvelle maison, précisément celle qui, avec le terrain, est l'objet de la fameuse vente. Outre nous trois, papa, maman et moi, ont également des droits sur l'argent de la vente le cousin Stoyan, sa fille Mimi, tante Mileva, son mari tonton Loire et leur fils, le Pope et sa femme la Popesse, et l'oncle Radomir. Quant à la défunte tante Stana, comme vous avez déjà eu l'occasion de l'apprendre, un morceau de poulet pané s'est interposé entre elle et le magot. Le voilà! La teigne est arrivée, siffla maman. Le cousin Stoyan n'avait pas changé depuis la dernière fois que je l'avais vu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je sais pas conduire? Tu sais qu'il n'y a pas meilleure voiture que ma Golfette? Je bondis dans la Golf déglinguée, qui trembla et rugit. La Golfette du cousin Stoyan se hissa au sommet de la colline avec ses ultimes miettes d'énergie. Le cousin Stoyan se gara devant notre maison familiale, coupa le moteur, cligna plusieurs fois des yeux, incrédule. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il désigna l'énorme barnum planté à côté de la maison, puis se prit la tête entre les mains en apercevant l'homme en tablier blanc qui, muni d'une cuillère de 3 mètres, touillait la soupe dans un grand chaudron. Pire, non loin du chaudron, un petit garçon qui pouvait avoir à peine 10 ans était accroupi et faisait tourner un cochon à la broche. Le cousin Stoyan parvint à peine à s'extraire de la Golfette. Il se dirigea vers la maison, puis s'arrêta. « Mais où est-ce que vous étiez passé, bon sang de bonsoir? Mileva était prête à lancer les offensives, hein? Elle était prête à lancer un avis de recherche !» s'écria tonton Loire, encore coincé sous le tracteur. Il lui fallut un certain temps pour s'en extirper et se relever. Le visage du cousin Stoyan rougissait à vue d'œil. « T'as rien trouvé de mieux que de bricoler le tracteur maintenant ?» lui tupira-t-il entre ses dents, cachant difficilement son animosité envers tonton Loire. « Que veux-tu, Stoyan? Tante Stana est morte, ça je peux rien faire, alors que le tracteur, ça, au moins, je peux le réparer, répondit tonton Loire en haussant les épaules d'un air conciliant. Tu aurais pu choisir un autre jour. Les mots sifflaient entre les fausses dents du cousin Stoyan. La porte d'entrée donnait directement sur le salon. Autour du cercueil, en rang d'oignons, se tenaient des femmes en grand deuil, de la tête aux pieds. Elles avaient l'air plutôt maussades. Et quand elles nous aperçurent sur le seuil, elles entonnèrent un chœur de gémissements et de pleurs. L'une d'entre elles se mit même à appeler tante Stana et à se frapper la poitrine de toutes ses forces. Ce sur quoi le cousin Stoyan se contenta de lever les yeux au ciel et de soupirer. Alors ça, c'est du Mileva tout craché. Qui sait combien elle leur a promis? Si elle croit pouvoir partager les frais avec moi, elle se met le doigt dans l'œil. Grommela-t-il dans sa barbe en s'approchant du cercueil. Ensuite, nous entrâmes dans la chambre, où nous attendait le reste de la famille. Sur le grand lit double, l'oncle Radomir était couché, dos au mur, immobile. À côté de lui, sur le lit, était assise tante Mileva. Dès qu'elle nous aperçut, tante Mileva lança les offensives. « Il ne veut pas se lever! Il dit qu'il ne veut pas aller à l'enterrement! Tu entends ça, Stoyan? Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Comment on va expliquer ça au village qu'il n'est pas venu à l'enterrement de sa propre femme ?» À l'autre bout de la chambre, 2 silhouettes étaient assises sur le coffre de dot en bois. Le Pope et la Popesse, vêtus de noir, la tête courbée, s'appuyaient l'un contre l'autre, fixant obstinément le sol, soupiraient et reniflaient. Le Pope, bien entendu, n'était pas du tout Pope. Et par là même, sa femme n'était pas Popesse. Mais nous les appelions ainsi dans la famille car, au début de la guerre, pour éviter de partir au front, il avait décidé de s'inscrire en théologie. Le Pope aurait soi-disant été autrefois un mec cool. Nous conservions dans notre album de famille ses photos de jeunesse. Et il arborait le style John Travolta dans le film Grease, vous savez, t-shirt blanc, moulant, blouson de cuir noir et cheveux gominés. Maman m'a raconté qu'il jouait dans un groupe de rock local et qu'avant le début de la guerre, il avait eu l'intention de partir à Londres pour percer comme musicien. Il est possible que rien de tout ça soit vrai. « Bah alors, pourquoi vous restez planté là? Levez-vous, venez par ici !» tonna le cousin Stoyan.
Nous nous alignâmes autour du cercueil. Tante Mileva et le cousin Stoyan prirent un air endeuillé de circonstance. Tonton Loire piétinait nerveusement sur place. Le pope et la popesse tenaient l'oncle Radomir sous les aisselles. L'oncle Radomir oscillait d'avant en arrière. Les pleureuses gémissaient. Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Malgré ce léger contretemps dû au refus de l'oncle Radomir de se lever du lit pour se rendre aux funérailles de sa propre femme, nous n'étions pas trop en retard. J'eus une pensée attendrie pour ma chambre, mon lit, ma couette et la télé qui diffusait des séries policières, et un visage furtif, un sourire furtif illumina mon visage. Il y a eu des gémissements, il y a eu des pleurs et une ascension jusqu'au cimetière du village. Il pleuvait, il s'arrêtait de pleuvoir, puis recommençait à pleuvoir. C'était un enterrement tout ce qu'il y a de plus ordinaire, jusqu'à ce qu'il devienne un peu moins ordinaire. Comme le veut la coutume, un repas funéraire était organisé. On a lampé de la soupe et mâchouillé de la viande grillée, on a même fait des boulettes de pain et de poisson. Le pope, le vrai, avait des aigreurs d'estomac et s'est rapidement esquivé sous prétexte qu'il avait un autre boulot à finir, à savoir un autre enterrement. On a parlé de politique, on s'est taquiné à cause des récits de chasse, on a énuméré qu'il n'avait pas encore d'enfants et que l'horloge biologique faisait tic-tac. Et on a bu. Et tout se déroulait plus ou moins comme prévu. Mais ensuite, les choses se sont drôlement compliquées. Une pleureuse, à la vessie défaillante, dont le temps froid et pluvieux n'arrangeait guère les affaires, si bien qu'elle passait plus de temps aux toilettes que n'importe où ailleurs, a débarqué au pas de course sous le Barnum en criant et en suppliant « À l'aide ! Un grand malheur est arrivé !» Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons remarqué que l'oncle Radomir, sans avoir touché ni à la soupe ni à la viande grillée, s'était levé de table sous prétexte d'aller faire la petite commission et n'était jamais revenu. Mais l'oncle Radomir n'était pas allé aux toilettes. Du moins, pas tout de suite. Je suppose que les choses s'étaient déroulées ainsi. Il était d'abord entré dans la chambre à coucher et avait sorti de l'armoire son pantalon préféré en velours côtelé marron foncé. Puis, il avait pris sur son cintre sa chemise bleue à petits carreaux. Il avait jeté les vêtements sur son bras et ensuite seulement il était allé au WC. Il avait tourné 2 fois la clé dans la serrure et vérifié encore une fois, au cas où, que la porte était bien fermée. Il s'était regardé dans le miroir, il avait hoché la tête d'un air satisfait. Soudain, il s'était rappelé quelque chose, avait déverrouillé la porte des toilettes et était retourné dans le salon. Il avait ouvert le placard bleu, farfouillé un peu à l'intérieur avant de finir par en sortir l'agenda dans lequel tante Stana notait ses recettes. Il avait arraché une feuille vierge et gribouillé sans ponctuation le message suivant « N'entre pas dans les cabinets, je suis pendu dedans !» Il avait déposé le papier sur la table et soigneusement remis l'agenda à sa place. Il était retourné au WC, avait refermé la porte à clé et s'était pendu à l'ampoule du plafond. C'est l'une des pleureuses, celle à la vessie défaillante, qui avait trouvé le message. Tonton Loire enfonça la porte. Il prit son élan, donna un vigoureux coup d'épaule et, surpris par sa propre force, passa tout simplement au travers. Sa trajectoire se serait probablement achevée dans le mur opposé s'il n'était pas tombé sur l'oncle Radomir qui gisait au sol après que l'ampoule du plafond avait cédé sous son poids. Puis, le cousin Stoyan entra dans les toilettes. Il se prit la tête entre les mains. Tante Mileva, dans son style de femme entreprenante, repoussa le cousin Stoyan. En état de choc, donna un coup de pied à tonton Loire qui, incapable de se relever, se roulait impuissant sur le ventre et s'accroupit au-dessus de l'oncle Radomir. Elle lui prit le bras, lui tâta le pouls. « Il est vivant !» s'écria-t-il. Le cousin Stoyan réussit tant bien que mal à reprendre ses esprits et donna au pope l'ordre de relever l'oncle Radomir. Le pope prit un peu de temps pour évaluer quelle était la meilleure manière d'attraper l'oncle Radomir, puis il l'empoigna tout simplement sous les aisselles et le redressa. Le cou de l'oncle Radomir se plia et sa tête, ça fait ça sur sa poitrine. « Emmenez-le chez le docteur ! Le docteur !» s'écria Mileva. Sur ce, tonton Loire se redressa lui aussi sur ses jambes. Il arracha l'oncle Radomir des mains du pope et tel un jeune marié qui porte son épouse pour franchir le seuil de la maison commune, le sortit des WC. « Mais écartez-vous ! Laissez-le passer !» criait tante Mileva dans le dos de tonton Loire. Mais personne ne bougeait. Les gens contemplaient.
hypnotisé, la tête de l'oncle Radomir. Nous serions probablement restés à nous regarder en silence encore 107 ans si le cousin Stoyan n'avait pas hurlé « Dispersion !» « Mets-le dans la voiture !» ordonna le cousin Stoyan tout en bondissant au volant de la Golfette et tonton Loir s'exécutant jeta l'oncle Radomir sur la banquette arrière par-dessus la caisse des pommes pourries. Le cousin Stoyan enfonça la pédale d'accélérateur, les roues tournoyèrent sur place, bombardant de projectiles boue sur un rayon d'au moins 10 mètres, puis la Golfette s'élança dans la pente. « Suivons-les !» lança tante Mileva, et nous nous entassâmes dans l'Opel Corsa toute neuve du pop. Merde, Radomir. T'as vraiment mal choisi ton moment pour te pendre dans les toilettes. Tout le monde, donc, avait besoin d'argent. Plus précisément, la majorité d'entre nous. Radomir, depuis que tante Stana s'était étouffée avec un morceau de poulet, avait manifestement perdu toute envie de vivre. Quant à moi, comme vous le savez déjà, cela fait déjà un petit moment que j'étais dans un état d'apathie généralisée. Si jamais par le plus grand des hasards j'avais reçu de l'argent, ce qui relève de la science-fiction, en toute sincérité, je ne sais pas ce que j'en aurais fait. Vraiment pas. J'aurais peut-être acheté un billet d'autocar, dans n'importe quel car, pour n'importe quelle direction. Je serais tout simplement montée dans le premier en partance de la gare, et j'aurais roulé, et roulé. Je ne serais descendue que lorsque l'autocar serait arrivé à son terminus, puis je serais montée dans un autre et j'aurais continué de rouler encore plus loin. J'aurais fait des milliers et des milliers de kilomètres jusqu'à arriver dans un endroit parfaitement désert au bord de la mer. Dans un petit hôtel, j'aurais pris une chambre donnant sur le large. Je me serais allongée sur le lit et j'aurais passé les 100 années suivantes couchée à profiter du silence. Je ne serais sortie que contrainte par la faim. J'aurais acheté des tonnes de gâteaux et les aurais mangés sur le balcon. Puis je serais rentrée dans ma chambre, me serais écroulée sur le lit, aurais allumé la télévision et regardé des séries policières. Et c'est ainsi que j'aurais attendu la fin du monde. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas eu le temps d'élaborer cette idée, car la porte du cabinet de médecin s'ouvrit, laissant apparaître une infirmière. « Il est en vie, dit-elle, bien que en pas très bonne santé, mais de nos jours, qui peut se vanter de l'être en bonne santé ?» L'oncle Radomir était vivant. Vivant ? Quelle excellente nouvelle ! Cette abominable torture allait enfin pouvoir s'achever. Le cousin Stoyan, tante Mileva, tonton Loir, la popesse et le pope étaient assis autour de la table sur laquelle avait reposé ce matin le cercueil de tante Stana. Ils tenaient conseil au sujet de l'affaire oncle Radomir. Et ils discutaient des mesures à prendre afin de le garder en vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Si on le laisse enfermer dans la chambre, il va crever de faim ou s'étouffer dans sa propre merde. Ce sera encore pire, soupira le cousin Stoyan en se frottant les mains. Tante Mileva se gratta la joue. Oui. Il faudra qu'il y ait toujours quelqu'un avec lui pour le surveiller, lui donner à manger, lui vider le seau, dit-elle d'un air pensif. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai ni le temps ni la patience pour ce genre de choses, trancha immédiatement le cousin Stoyan. Soudain, le visage de tante Mileva s'illumina. Je sais ce qu'on va faire. Elle applaudit en regardant le pope et la popesse. Le mieux serait que vous le preniez chez vous. Le pope ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais resta figé dans cette position, bouche bée. La popesse cligna une ou deux fois des yeux. Et vous avez un grand appartement, vous n'avez ni chien ni chat, on peut lui trouver une place chez vous jusqu'à ce qu'on ait conclu la vente. Et quand on aura reçu l'argent, on lui donnera sa part, et il pourra faire ce qu'il veut de sa vie, c'est un adulte, ajouta tante Mileva en se frottant les mains. Même si pour le dire franchement, il n'a pas mérité le moindre sou, rebondit le cousin Stoyan. La popesse secoua la tête. Je comprends pas, dit-elle. Mais il n'y a rien à comprendre. Tu l'enfermes dans votre chambre d'amis, tu jettes un coup d'œil de temps en temps juste pour vérifier que tout est en ordre, lui expliqua tante Mileva en ajoutant quelque chose du genre simple comme bonjour, et puis bon, ça au moins c'est réglé. La popesse tapa furieusement du poing sur la table.
En un quart de seconde, elle se transforma en torche humaine. Je sentis le malaise me grimper le long du dos. Les choses commençaient à échapper à tout contrôle. Vous êtes conscient qu'on vit au 8e étage ? Quand il verra la tour où on habite, la première chose qui lui passera par la tête, c'est d'ouvrir la fenêtre et de sauter. La paupesse s'étrangla à ses propres mots. Mais qu'est-ce que tu as bloqué sur ça ? S'il saute, il peut bien sauter s'il en a envie, tant qu'il ne se pend pas ici, rétorqua tante Mileva en levant les yeux au ciel. Mais comment ça, il peut bien sauter ? Et que diront les voisins s'il saute de ma fenêtre ? Et s'il tombe sur quelqu'un et le tue ? Je serai directement responsable. Il manquerait plus que je finisse en prison. Je ne peux pas finir en prison. Vous savez ce qui se passe dans les prisons ? Le visage de la paupesse était déformé de rage. Bon, moi, je vais vous exposer les grandes lignes de mon idée, dit tonton Loire. On va rendre à Radomir ses draps, ses ficelles, ses lacets, tout ce qui nous tombe sous la main. Et quand il aura fait ce qu'il a l'intention de faire, on l'emportera dans le verger du voisin Ranco. Espèce de crête à bois, tu racontes n'importe quoi, dit tante Mileva. Attends, tu veux dire que tu ferais semblant qu'il s'est pendu sur la terre de quelqu'un d'autre ? Demanda le cousin Stoyan. Comme ça, pas de souci pour la vente. Mais pourquoi il irait se pendre dans le verger du voisin ? Ça n'a aucun sens, dit tante Mileva. Tonton Loire secoua la tête. Bah, comment ça n'a aucun sens ? Les gens font ça tout le temps, répliqua-t-il. Il a raison, confirma le cousin Stoyan. Les gens vont se pendre dans la forêt ou ils se font sauter la cervelle à la cave. Au moins, ils épargnent à la famille l'achat du nouveau lustre et la corvée nettoyage des murs. Bah, en plus, ajouta tonton Loire, tout le monde sait que l'oncle Radomir et le voisin Ranco se détestent. Hein. Ils sont tout le temps là à se chercher des crasses. C'est vrai, reconnu à contre-cœur tante Mileva. Bon, on attend qu'il fasse nuit noire et on le transporte dans son verger. Là-bas, on l'attache tranquillement à un arbre. Et le lendemain matin, quand le jour se lève, on met tout le village sur le pied de guerre en mode « Radomir a disparu !» reprit le cousin Stoyan en poursuivant l'élaboration du plan. Tante Mileva s'absorba dans ses réflexions. Mais si on le blesse, en le transportant, par exemple, on le cogne dans le linteau de la porte ou à la barrière, ça n'aurait pas l'air suspect lors de l'autopsie ? Mais qui fait encore des autopsies dans ce pays ? Repartit le cousin Stoyan dans un rire sonore. Bon, d'accord. Je peux pas dire que j'ai particulièrement envie de porter un cadavre dans le verger du voisin, mais s'il n'y a pas meilleure solution, faisons comme ça, conclut tante Mileva. Mais pas tout de suite. Il faudrait quand même que quelqu'un reste ici jusqu'à demain pour le garder. Il manquerait plus qu'il s'échappe et se pende dans la maison, juste pour nous emmerder, et que tout le village le voie, soupira tante Mileva. Comment une personne, allongée dans un fossé boueux, et qui va d'un instant à l'autre assister à son propre enterrement, peut-elle se sentir bien ? Et même extrêmement bien. C'est simple. Vous vous rappelez ce passage au sujet du doigt d'honneur et de tourner les talons et des jeunes japonais ? Bien ça, c'est une sorte de version locale. Notre manière à nous de se couper de la société. Si vous voulez reprendre votre vie en main, partez dans un trou paumé, ce qui ne manque pas chez nous, et jetez-vous dans un fossé boueux. Là, pas de mère pour vous faire la leçon. Gésir dans un fossé vous procure toute une série d'avantages divers et variés. Par exemple, vous n'êtes plus obligé de rouler avec des cousins dans leur golfette déglinguée, par des routes sur lesquelles les accidents de circulation font plus de victimes par an que la peste a fauché dans toute l'histoire du genre humain. Mieux encore, il n'y a personne pour vous interroger sur l'état de vos organes reproductifs. Les oncles peuvent bien se pendre comme des manches s'ils en ont envie. Vous ne serez pas obligé d'attendre dans des centres médicaux pourris qu'on les raccommode. C'est plus votre problème. En gros, les gens continueront, comme ils l'ont toujours fait, à gâcher la vie de leur prochain, mais plus la vôtre. Ils devront se chercher quelqu'un d'autre à prendre à la gorge. Vous serez dans votre fossé, mais vous serez libre.
bien, bravo. Hein. Oui, merci. Peut-être qu'on pourrait remettre un peu la lumière, non? Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ah voilà, super. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre? Qui ont... Ou on passe à l'apéro direct. Bon, on passe à la fin, je crois qu'à la fin. C'est un roman qu'elle a fait. Oui, elle l'a dit. Ceci dit, c'est pas très surprenant qu'autour de vous, dans votre village ou dans votre ville, il y ait des gens qui n'aiment pas ce livre. Voilà. C'est pour l'image que ça leur envoie. Grâce à la comédienne, qui a bien lu de façon magnifique, j'ai eu l'impression d'être dans un film de Kusturica. Et je vivais comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'humour. Il y a énormément d'humour. C'est très très bien interprété par Léa. Très bien. En fait, c'est enfin, moi c'est la première fois que je participe à Étrange Lecture et donc je sais pas si vous le savez, mais les comédiens ils font eux-mêmes leur montage de texte. Et on lit 30 minutes, donc évidemment on peut pas lire tout le roman. Et voilà, et ça demande de choisir, enfin, de choisir les passages qui nous ont plu, mais en même temps de faire aussi des sacrifices, et voilà. Et donc moi, quand j'ai eu besoin de le lire en entier, de le digérer, parce qu'il y a énormément d'événements, et comme on disait avant, ça ne s'arrête pas. Et du coup, quand j'ai fait le découpage, je le lisais, et je faisais par partie. Et en fait, chaque partie, je me disais, là c'est du jeu, en fait. Ça crée du jeu. Enfin, en fait, il faut le dire à voix haute, ce texte. Il est fait pour la lecture silencieuse, parce que c'est un roman, mais il est aussi fait à plein d'endroits pour être interprété. Enfin, voilà, moi, j'y ai pris du plaisir, en tout cas, et même, du coup, à chercher quel passage et les coupes qu'on va faire pour aller directement dans les dialogues et tout ça. Donc c'était très riche et très passionnant à faire, ce petit montage. Voilà. Ça pourrait être un film. Hein. Oui, Oui. oui, on disait hier une pièce de théâtre aussi. Oui. On y pensait. Si quelqu'un veut racheter des droits, Eh ben, je crois qu'elle est très très faim et nous aussi on a soif, donc on va interrompre ça comme ça, puis on peut se parler. Hein, voilà, et donc ça se passe au fond de la salle, c'est ça? Et ah oui, pardon, vous avez le livre qui est à la vente au fond de la salle, et malgré sa faim et sa soif, elle est prête à dédicacer. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu ce soir. Ça me fait énormément plaisir.